Notre relation a pris fin vendredi soir dernier, et elle ne le sait pas encore. Avant de partir à un concert avec ses amis, j'ai entendu ma copine, Émilie, glousser et dire « Je me suis épilé de la tête aux pieds, au cas où ». Ses amis ont éclaté de rire. Je suis resté silencieux. Le lendemain matin, alors qu'elle était encore vaseuse de sa soirée de la veille, elle a trouvé toutes ses affaires soigneusement emballées près de la porte d'entrée. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'ai pas versé une larme. Je n'ai pas exigé de réponse. Cette seule phrase qu'elle a prononcée était tout ce que j'avais besoin d'entendre. Ces mots m'ont hanté toute la nuit pendant qu'elle était sortie, au cas où. C'était une confession désinvolte, une façon de dire qu'elle était prête à saisir la moindre occasion avec un autre homme si elle se présentait. Pour elle et ses amis, ce n'était qu'une boutade, mais pour moi, c'était la révélation brutale de son mépris pour moi et pour notre relation de 2 ans. Elle s'appelle Émilie. Nous partagions mon appartement. Je dis bien « mon » appartement, car mon nom est le seul sur le bail, un détail qui allait bientôt se révéler très important. Elle se préparait dans la chambre avec ses amis, Sarah et Chloé, pendant que j'étais dans le salon, soi-disant en train de regarder la télé. La porte était entr'ouverte et leur voix filtrait jusqu'à moi. Elles débordaient d'excitation, papotant sur le groupe de musique, leur tenue, et la quantité d'alcool qu'elles comptaient boire. C'est alors qu'Émilie a lâché sa remarque, audacieuse et sans complexe. Chloé a hurlé de rire. Le rire de Sarah semblait plus réservé. Je l'ai remarqué, mais elle a ri aussi. Mon estomac s'est noué. Je n'ai pas bougé. Je suis resté figé sur le canapé, fixant la télé en sourdine, ces mots tournant en boucle dans ma tête. Ce n'était pas seulement la suggestion d'une infidélité. C'était la manière délibérée et insouciante avec laquelle elle l'avait dit. Le fait qu'elle l'ait partagé avec ses amis, transformant ma trahison potentielle en une blague pour animer leur soirée. Quand elles sont sorties de la chambre, Émilie était radieuse. Elle avait passé des heures à parfaire sa coiffure et son maquillage. Elle portait une robe que je n'avais jamais vue auparavant. Elle s'est penchée et m'a donné un baiser rapide et machinal. « On y va » a-t-elle dit d'un ton joyeux. « Ne m'attends pas, on va rentrer tard. »« D'accord » ai-je répondu, la voix stable. « Amusez-vous bien. Faites attention à vous. » Elle n'a rien senti d'anormal. Elle n'a pas vu le regard dans mes yeux. Elle a seulement vu le petit ami conciliant qu'elle laissait derrière elle tout en gardant ses options ouvertes. Elles sont parties et l'appartement est tombé dans le silence. Pendant environ 10 minutes, je suis resté assis là. Je ne ressentais pas de colère. Je ressentais une clarté soudaine. C'était comme si un interrupteur s'était actionné dans ma tête. Tous les signes avant-coureurs subtils des 2 dernières années formaient soudain un schéma clair. La façon dont elle inclinait son téléphone loin de moi, les soirées de travail qui s'étiraient jusqu'à 2 heures du matin, la manière un peu trop chaleureuse dont elle parlait de ses ex. Tout s'est mis en place. Alors, je me suis mis au travail. J'ai commencé par le placard de la chambre. J'ai sorti 3 grands sacs de sport et quelques cartons vides de l'étagère. J'ai parcouru son côté du placard, retirant soigneusement chaque vêtement, le pliant et le rangeant. Ses chaussures sont allées dans un carton. Dans la salle de bain, j'ai rassemblé tous ses cosmétiques, ses innombrables crèmes et sérums dans un autre carton. J'étais méticuleux, veillant à ne rien endommager. Ce n'était pas une question de rage ou de destruction. C'était un retrait calme et systématique, une expulsion. J'ai tout emballé, ses romans, sa tablette, les petits souvenirs sur sa table de chevet. Vers 3 heures du matin, chaque objet lui appartenant dans mon appartement était soigneusement emballé et empilé près de la porte d'entrée. J'ai posé ses clés sur le carton principal. J'ai pris une photo de la pile, horodatée à 3h17. Puis, je suis allé dormir dans la chambre d'Amy. Je ne pouvais pas me résoudre à dormir dans notre lit. Elle est rentrée en titubant vers 4 heures du matin, bruyante et ivre. Je l'ai entendue trébucher sur un carton et jurer. Puis il y a eu un long et lourd silence. « Julien » a-t-elle appelé. Sa voix était soudainement devenue fluette, dégrisée. Je n'ai pas répondu. Je l'ai entendue se déplacer dans l'appartement. Elle a vérifié la chambre. Elle a vu le placard vide, les surfaces de son côté de la pièce débarrassées. Je l'ai entendue halter brusquement. « Julien, qu'est-ce que c'est que ça » a-t-elle crié, martelant la porte de la chambre d'Amy. « Ouvre cette porte. Qu'est-ce qui se passe » Je suis resté silencieux. J'ai mis des bouchons d'oreille.
Après environ 20 minutes de cris et de sanglots, elle s'est arrêtée. Je l'ai entendue traîner les sacs et les cartons hors de l'appartement, un par un. Ça lui a pris près d'1 heure. Le son de la porte d'entrée claquant a été le son le plus libérateur que j'ai jamais entendu. Elle a immédiatement commencé à faire exploser mon téléphone. Des appels que j'ai ignorés, des SMS qui sont passés de la confusion à la colère, puis au désespoir. Je les ai laissés s'accumuler. Je me suis finalement endormi vers l'aube. À mon réveil, j'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis des années. Je suis allé à la cuisine pour un café et j'ai vu un mot furieux et taché de larmes sur le comptoir. Je l'ai froissé sans le lire et l'ai jeté à la poubelle. Mon premier appel n'a pas été pour elle, mais pour ma sœur, Laure. Laure est avocate. Elle est brillante, pragmatique et n'a jamais apprécié Émilie. C'est fait, ai-je dit quand elle a répondu. Je lui ai raconté ce que j'avais entendu et ce que j'avais fait. Bien, a-t-elle dit immédiatement. Puis son esprit de juriste a pris le dessus. D'accord, prenons les devants. Son nom est-il sur le bail? Non, seulement le mien. Parfait. Ça fait d'elle une occupante à titre gratuit, pas une locataire. Tu peux lui révoquer le droit d'accès à ton domicile à tout moment et pour n'importe quelle raison. Tu lui as rendu toutes ses affaires, donc elle ne peut pas t'accuser de vol. Première étape, change les serrures aujourd'hui. Le serrurier vient à 10 heures, ai-je dit. Bonne initiative, a-t-elle répondu. Ensuite, la voiture. Oh, la voiture. Il y a 1 an, la vieille Twingo d'Émilie est tombée en panne. Elle voulait une nouvelle voiture élégante, mais sa situation financière était désastreuse. Elle m'a supplié de me porter co-emprunteur pour une BMW d'occasion de 2 ans. J'étais réticent, mais j'ai fini par accepter. Mon nom figurait sur le prêt à côté du sien, et ma bonne situation financière était la principale raison pour laquelle il avait été approuvé. Elle effectuait les paiements, mais le prêt était aussi ma responsabilité. Et pour la voiture, ai-je demandé. En tant que co-emprunteur, tu as des droits, a expliqué Laure. Tu es tout aussi responsable de la dette, ce qui signifie que tu as aussi un droit sur le bien si l'emprunteur principal ne respecte pas ses engagements ou les termes du contrat de prêt. Trouve le contrat. Lis-moi la section sur les défauts de paiement et la saisie. J'ai sorti les documents de près de mes dossiers. J'ai trouvé la clause. Elle stipulait que si un paiement avait plus de 30 jours de retard, le créancier pouvait saisir le véhicule sans préavis. Elle mentionnait également le devoir du co-emprunteur d'informer le créancier de tout changement dans la situation de l'emprunteur susceptible d'affecter sa capacité à payer, comme un changement d'adresse ou de situation professionnelle. Elle essaiera d'utiliser la voiture pour te manipuler, a dit Laure. Elle pourrait menacer d'arrêter les paiements, te laissant avec la dette, ou l'utiliser pour forcer une discussion. Nous devons neutraliser cela. Garde ce document à portée de main. Le serrurier est venu et reparti. Les nouvelles clés étaient rassurantes dans ma main. Puis j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire plus tôt. J'ai examiné nos finances communes. Elle m'envoyait sa part du loyer et des charges par virement bancaire chaque mois. J'ai fait défiler les transactions de l'année écoulée. Effectivement, elle avait été en retard 4 fois. Un paiement avait été retardé de plus de 2 semaines. J'ai pris des captures d'écran de chaque paiement en retard, horodatage inclus. C'était la preuve. Ce n'était pas une question d'argent. Il s'agissait de documenter son manque de fiabilité. La bataille suivante, comme on pouvait s'y attendre, concernait nos amis communs. Le samedi après-midi, la campagne de dénigrement a commencé. Mon ami Thomas m'a envoyé un texto, « Salut, Émilie se déchaîne sur le groupe de discussion. Elle dit que tu as pété un câble et que tu l'as mise à la porte sans raison pendant qu'elle dormait. » Les gens paniquent. L'histoire d'Émilie me dépeignait comme un fou jaloux et manipulateur qui attendait une excuse pour la larguer. Elle avait commodément omis sa remarque sur l'épilation. Elle a présenté la situation comme si j'avais eu une crise de nerfs soudaine. J'ai appelé Thomas. Elle ne dit pas la vérité. Je suis sûr que tu te doutes qu'il y a plus que ça. Je m'en doutais, a-t-il dit, mais elle est convaincante, elle pleure, elle dit qu'elle a peur de toi. Je devais avancer prudemment. Un échange public deviendrait désordonné. J'avais besoin de quelque chose de concret. J'ai pensé à Sarah, l'amie qui était là quand Émilie a fait le commentaire. Son rire avait semblé hésitant. J'ai trouvé son numéro et lui ai envoyé un texto. Salut Sarah. Je sais que c'est gênant, mais j'ai une question.
Ai-je eu tort d'être contrarié par ce qu'Émilie a dit hier soir avant que vous partiez? Sa réponse a été instantanée. Non, pas du tout. C'était une chose horrible à dire. Je lui ai dit dans la voiture. C'était ma chance. Elle raconte à tout le monde que je l'ai mise à la porte pour rien. Serais-tu d'accord pour partager ce qui a été dit après dans le groupe de discussion ou ailleurs? Je n'essaie pas de créer des histoires. Je veux juste que la vérité soit connue. 10 minutes se sont écoulées sans réponse. J'ai cru qu'elle préférait ne pas s'en mêler. Puis mon téléphone a sonné. C'était une capture d'écran de Sarah. Elle provenait de leur conversation de groupe de filles, horodatée à vendredi 21h15, environ 20 minutes après leur départ de chez moi. Chloé avait écrit « Le batteur mignon te mate carrément ». La réponse d'Émilie « Je sais, pas vrai ?» Espérons. Clin d'œil, tant mieux que je sois prête. Sarah avait répondu avec un simple emoji qui lève les yeux au ciel. C'était une preuve irréfutable. Ce n'était pas juste une remarque irréfléchie. C'était une intention délibérée. La blague a continué après qu'elle m'a quitté. J'ai envoyé la capture d'écran à Thomas. Voilà ce qu'elle a dit, ai-je texté. N'hésite pas à la partager sur le groupe de discussion. Je ne me bats pas contre elle, mais les gens méritent la vérité. La réponse de Thomas a été rapide. Waouh. D'accord. Je partage maintenant. Je ne peux qu'imaginer le chaos que cette capture d'écran a provoqué. En 1 heure, j'ai reçu des textos de 3 autres amis. Mec, je suis vraiment désolé. On aurait dû se douter de quelque chose. Émilie a dépassé les bornes. Son soutien s'est effondré. Le récit qu'elle avait tissé a été brisé par une seule preuve provenant d'une amie intègre. Émilie est devenue folle. Elle a accusé Sarah de la trahir. Sarah, d'après un texto ultérieur de Thomas, a simplement répondu « Je ne vais pas mentir pour toi, Émilie. Ce que tu as fait est mal. » Sarah a ensuite quitté le groupe de discussion. La tempête sociale étant gérée, je me suis concentré sur la voiture. Je savais qu'elle essaierait de l'utiliser contre moi. Le lundi matin, j'ai reçu un email furieux de sa part. J'avais bloqué son numéro, donc l'email était sa seule option. L'objet, la voiture. Tu crois que tu peux détruire ma vie et t'en tirer comme ça? Tu es co-emprunteur pour ma voiture. Si tu ne me rencontres pas pour en discuter, j'arrête de payer. On verra comment ta situation financière parfaite tiendra le coup. À toi de jouer. C'était exactement ce que leur avait prédit, mais je me sentais calme. Sa menace écrite était précisément ce dont j'avais besoin. C'était une intention claire de ne pas honorer le prêt. Je ne lui ai pas répondu. J'ai appelé la société de financement automobile. J'ai parlé à un conseiller de crédit et j'ai expliqué la situation de manière claire et factuelle. Bonjour, je suis Julien Durand, co-emprunteur sur le prêt numéro 456 et 2. L'emprunteuse principale est Émilie Lefebvre. Je vous appelle car je pense que le bien est en danger. Madame Lefebvre ne vit plus à l'adresse enregistrée, et je ne connais pas sa nouvelle adresse stable. Elle m'a également envoyé un email ce matin à 8h42, indiquant son intention d'arrêter les paiements, en violation du contrat de prêt. Le conseiller était professionnel. Avez-vous cet email, monsieur? Oui, ai-je dit. Je peux vous le transférer. Veuillez l'envoyer à notre service de recouvrement. Je vais vous donner l'adresse email. Une fois que nous l'aurons, nous ouvrirons un dossier. Compte tenu de son intention déclarée de ne pas payer et de son adresse instable, nous pourrions avoir besoin de sécuriser le bien. Connaissez-vous l'emplacement actuel du véhicule? Je le savais. Thomas m'avait dit qu'Émilie logeait chez Chloé. Je connaissais l'adresse de Chloé. La voiture est probablement garée près de cette adresse, ai-je dit au conseiller. Merci, monsieur Durand. Nous allons nous en occuper. Vous serez informé de toutes les mesures prises. J'ai envoyé l'email d'Émilie à la banque. Puis j'ai attendu. J'avais simplement signalé un risque pour leurs biens, comme c'était mon devoir en tant que co-emprunteur. Leur réponse leur appartenait. 2 jours plus tard, le mercredi soir, en rentrant de la salle de sport, j'ai fait un détour par l'immeuble de Chloé. Et là, elle était. Une dépanneuse était en train d'atteler la BMW d'Émilie. Émilie et Chloé étaient sur le trottoir, hurlant sur le dépanneur qui les ignorait avec le calme détachement de quelqu'un habitué à de telles scènes. Émilie sanglotait, en pleine crise de nerfs.
Je ne me suis pas attardé. Je suis passé, juste une autre voiture dans la circulation. Je ne me sentais ni victorieux ni suffisant. Je ressentais un calme sentiment d'équilibre retrouvé. Elle avait fait ses choix. C'en étaient les conséquences. La saisie a provoqué des retombées immédiates. Elle a laissé une douzaine de messages vocaux furieux sur mon téléphone, que j'avais débloqué pour entendre sa réaction. Elle menaçait de me poursuivre pour le vol de sa voiture, pour avoir ruiné sa vie, pour tout. C'étaient des menaces creuses de la part de quelqu'un qui avait perdu tout levier. Je les ai écoutées, les ai enregistrées dans un dossier sur mon ordinateur portable, et j'ai de nouveau bloqué son numéro. Le dernier chapitre s'est refermé environ un mois plus tard. Les choses s'étaient calmées. J'ai retrouvé Sarah pour un café afin de la remercier. Elle m'a dit qu'Émilie avait coupé les ponts avec tout le monde, s'aliénant ses amis avec ses mensonges et ses drames. Elle était toujours chez Chloé, mais les tensions étaient vives. Elle était sans le sou, sans voiture et malheureuse. Un après-midi, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Je ne réponds généralement pas, mais j'attendais un appel d'un fournisseur, alors j'ai décroché. Julien Durand a demandé une femme à la voix professionnelle. Je suis Nathalie, gestionnaire immobilière pour la résidence du parc. Je vous appelle pour une référence de propriétaire pour une candidate, Émilie Lefebvre. Elle vous a indiqué comme étant son propriétaire le plus récent. J'ai failli rire. L'audace était stupéfiante. Elle essayait de m'utiliser pour reconstruire sa vie après tout ça. Je peux vous aider, ai-je dit, en gardant un ton professionnel. Parfait, a dit Nathalie. Pouvez-vous confirmer que mademoiselle Lefebvre a été votre locataire ces 2 dernières années? Je peux confirmer qu'elle a vécu dans mon appartement pendant environ 22 mois, ai-je dit prudemment. Mais elle n'a jamais été sur le bail. Elle était une occupante à titre gratuit sur le long terme. Il y eut une pause. Je vois. A-t-elle contribué au loyer? Oui, elle m'envoyait sa part du loyer et des charges mensuellement. Ces paiements étaient-ils ponctuels? J'ai vérifié mes captures d'écran sauvegardées. Mes registres montrent qu'elle a été en retard 4 fois au cours des 12 derniers mois. En février, mai, août et octobre de l'année dernière. Le paiement d'août avait 16 jours de retard. Je vois, dit Nathalie, son ton plus froid. Une dernière question. L'auriez-vous à nouveau à mademoiselle Lefebvre? J'ai marqué une brève pause. Sans commentaire, ai-je dit. Très bien, a-t-elle dit. Merci, monsieur Durand. Elle a raccroché. Je savais que la candidature d'Émilie venait d'être rejetée. Je n'avais pas menti. Je ne l'avais pas calomniée. J'avais donné à une future propriétaire des faits précis et documentés sur son manque de fiabilité.